Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Médiasphère. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Franz-Olivier Gisbert, ancien directeur du Point, du Nouvel Observateur, du Figaro. Bienvenue sur Radio J, Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous vous consacrez davantage à votre carrière d'écrivain. Vous venez de sortir au début du mois En attendant De Gaulle aux éditions Albin Michel, qui est un ensemble de chroniques un peu politiques, sociétales, sur réflexion sur la France actuelle. Avec une introduction quand même. Hein. Ouais, parce que j'ai travaillé, bien sûr. Un peu quand même. Introduction inédite, enfin oui, j'ai bossé. Quand même. Il y aura de la matière. Pour les lecteurs, il y aura de la matière. Mais alors, puis on pourra voir toutes les conneries que j'ai pu écrire. Parce que vous savez, éditorialiste, c'est très difficile. Hein. On croit que... c'est compliqué parce qu'on essaie d'écrire quand même en se disant pour être lu plus tard. Et c'est vrai qu'il y a des papiers, d'ailleurs, moi ça ne me dérange pas de les revoir. Ou finalement, j'aurais peut-être pas écrit ça comme ça. C'est le fait de devoir écrire tous les jours qui force à dire parfois quelques bêtises. Tous les jours, se positionner. Heureusement, c'est toutes les semaines, mais c'est presque encore pire parce que dans le quotidien, vous savez, un article chasse l'autre. Oui. Alors que dans l'hebdomadaire, il y a un petit côté quand même gravé dans le marbre. Ça reste un peu et plus. Oui, c'est parfois un petit peu gênant. Mais justement, ça nous montre, ça nous ramène à la modestie qu'on doit avoir quand on est éditorialiste, c'est-à-dire d'avoir savoir changer d'avis. Et puis moi, je rends un petit hommage enfin un hommage même, à des amis avec lesquels j'ai travaillé et qui étaient éditorialistes à l'époque. Ils étaient plus âgés que moi, bien entendu. Moi, à l'époque, j'étais directeur. Et je pense à Claude Imbert, à Jean Daniel, à Jean d'Ormesson, à Jacques Julliard, mon ami Jacques Julliard. Et j'ai toujours été frappé par leur modestie, leur humilité devant leurs propres articles, parce que c'est un métier... qu'ils pouvaient se tromper. Oui, absolument. Alors, aujourd'hui, vous êtes là justement pour parler avec nous de tous ces journalistes, du journalisme en particulier, du regard que vous portez sur la profession et sur le métier tel qu'il est pratiqué actuellement. Alors, le premier regard approfondi qu'on pose en général sur le journalisme, c'est quand on est plus jeune, et notamment à l'école de journalisme. Vous avez été au CFJ, qui est une des écoles les plus prestigieuses en France, pour apprendre le journalisme. Qu'est-ce que vous avez la sensation d'y avoir appris? Et la deuxième partie de ma question, c'est est-ce que vous avez la sensation, un peu comme François Ruffin, qui avait justement écrit sur le CFJ en disant « Aujourd'hui, on ne forme plus que des petits soldats du journalisme », est-ce que vous avez la sensation que la formation est un peu en berne? Je ne dirais pas ça du tout, parce que je vais de temps en temps faire des conférences dans des écoles de journalisme, et je dirais qu'au contraire, d'ailleurs, de ce point de vue, moi, je trouve que ça va un peu mieux. Alors, peut-être que ça ne durera pas, ça va un peu mieux. Il ne faut pas oublier que moi, je suis arrivé en mai 68. Enfin, on était dans la foulée de mai 68. Hein. Je suis arrivé à l'automne, mais enfin, on était toujours en mai 68. C'était un peu la même folie, ambiance, quoi. avec comment dire, la classe, on devait être à 70% d'extrême gauche, sauf moi. Et puis quelques autres, d'ailleurs. Moi, j'étais déjà... J'étais simplement de gauche, vous. Moi, j'étais social-démocrate. J'étais pas du tout dans cette ligne-là. D'ailleurs, j'ai fait alliance à l'époque parce que je me suis présenté, parce qu'on pouvait pas les laisser passer, quoi. C'était du délire, les gens déliraient. Donc c'était une période où vous aviez des jeunes journalistes complètement délirants, et donc je me souviens à l'époque, j'ai fait alliance avec la droite, avec d'autres copains d'ailleurs. Vous étiez avec Patrick Poivre-d'Arvor, non? Oui, c'est ça, mais j'ai fait alliance, je me souviens, avec Paul Amar, avec d'autres, pour essayer, et Patrice Louis aussi, enfin, toute une équipe de gens qui étaient d'ailleurs de gauche, mais qui étaient gauche modérée, ou pardon, faut pas parler comme ça d'ailleurs, gauche raisonnable, parce que les autres étaient totalement délirants, il faut bien dire. Et donc là, c'était une bagarre, mais c'est vrai que le CFJ, à l'époque, c'était une école, je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que je suis pas ça d'assez près, mais on avait des profs absolument inouïs, quoi. On avait deux grands historiens, François Furet et Jacques Julliard. Jacques Julliard est mon ami, et François Furet l'était, il est mort déjà il y a quelques années, et Jacques Julliard, par exemple, c'est un personnage absolument incroyable qui m'a appris énormément de choses, et puis c'est par son entremise après que je suis rentré au Nouvel Observateur. Donc ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, moi j'étais pessimiste pendant une époque. On avait l'impression que les écoles de journalisme formaient surtout des petits plénels très conformistes, qui étaient complètement dans la ligne, voilà, qui étaient bons pour travailler au Monde ou à Mediapart. Vous voyez ce que je veux dire? On a changé. Je trouve qu'on a changé d'univers. Et moi, par exemple, les années que j'ai passées à la Provence m'ont énormément rassuré par rapport à l'avenir du métier.
où on découvre des jeunes journalistes passionnés et ouverts, et puis surtout sensibles à la chose qui, moi, principale et que j'ai apprise auprès des grands journalistes qui m'ont appris le boulot, quoi. C'est-à-dire Jean-Daniel, Jean-François Kahn, enfin tous oui, mais c'est le journalisme de la contradiction. C'est-à-dire ne pas avoir peur de la contradiction, et on n'est pas là pour comment dire, bourrer le crâne du lecteur ou du téléspectateur, le dire qu'il s'en fout. On est là pour lui donner les pièces du dossier. C'est ce que vous recherchez en premier quand vous avez dû recruter de nombreux jeunes journalistes, pas qu'on est éditorialiste, c'est pas ça, c'est autre chose. Moi, je fais un autre métier. Mais quand on est patron de journal, ou quand on est, enfin, même chef de service, l'idée quand même, c'est que d'abord, ce qu'il y a de plus beau dans le journalisme, c'est l'enquête, et l'enquête qui permet de déterrer les choses qu'on veut vous cacher. Enfin, c'est la définition même de l'enquête. Donc c'est un vrai travail de fond. Mais en même temps, quand on fait l'enquête, il faut aller voir tout le monde. Il faut voir toutes les pièces du dossier. Et c'est vrai que c'est pas une tendance, disons, ça correspond pas à ce que je peux appeler l'école Edoui Plenel, quoi. C'est clair, c'est même le contraire. On arrive avec des idées préconçues, on massacre, on détruit, mais on s'en fout et on avance avec l'aide de la justice et de la police. Je pense qu'on est maintenant entré quand même, après quelques fiascos énormes, je pense à l'affaire Baudis, c'est un fiasco quand même monumental, quoi. Quand même, on a accusé quelqu'un qui était innocent de tous les crimes parce qu'il y avait des sources judiciaires. Il faut dire les choses, disons les choses. Il y avait des sources judiciaires. Et on ne peut plus être à la remorque de la justice. On doit faire notre métier de manière totalement autonome, avec des sources judiciaires, des sources policières, bien entendu, mais aussi essayer de checker, de vérifier, et pas seulement écrire, comment dire, ce qu'on vous apporte tout cuit, parce que c'est ça un peu cette forme de journalisme que je conteste. Moi, je reste fidèle, et je trouve que ce journalisme revient un peu, pas beaucoup, mais il revient un peu au goût du jour. C'est ce journalisme où, au lieu d'asséner des vérités politiques et idéologiques, on cherche la vérité, et la vérité, elle est toujours un peu, comment dire, vous voyez, une idée que j'ai, il faut que je la contredise, comme disait le philosophe Alain, comment dire, il y a l'idée aussi de Claude Lévi-Strauss, il faut savoir aussi penser contre soi. Et puis, c'est Jean-Daniel qui disait à l'un de ses fils spirituels, Jean-Paul Antoven, qui disait peu avant de mourir, souvenez-vous, Jean-Paul, y a toujours, la vérité a toujours un pied dans l'autre camp. Vous voyez, mais je crois que c'est fondamental, c'est l'exigence qu'on doit avoir dans notre métier. Et moi, j'ai toujours veillé à ça. Et d'ailleurs, ce qui était extraordinaire dans le journal Le Point, c'est que les lecteurs comprenaient ça tout à fait. C'est-à-dire, c'était pas une cathédrale ou une école, mais même c'était la même chose au Figaro, au Nouvel Observateur. Mais je me souviens une fois, j'avais décidé de donner la parole, mais vraiment une interview extrêmement longue d'Emmanuel Todd. Je ne sais pas s'il faisait 4 pages ou 5 pages pour expliquer ses idées, mais en matière économique, c'est pas un économiste, c'est un sociologue. Mais il était très protectionniste. Je suis pas protectionniste, moi, pas du tout. Mais ça correspond pas à mes convictions. Mais je trouvais qu'il a une cohérence, que voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, et il les a développés. Bon, dans la rédaction, je me souviens, ça a fait du boucan. Les gens disaient, mais t'es fou, on peut pas donner autant de place, mais c'est pas bien, etc. 0 lettre. Mais vous aimez bien faire du boucan. Non, mais c'est comme ça. 0 lettre. 0 lettre. Oui, les lecteurs ont compris. Les lecteurs ont compris, ont trouvé ça intéressant. Les lecteurs acceptent. Et parce que les lecteurs du Point, mais comme les lecteurs du Figaro, du Web, ils sont extrêmement réactifs. C'est-à-dire, vous sortez des clous sur un truc, ils vous écrivent des lettres insensées, ils se désabonnent, etc. Là, pas du tout. Ils comprenaient, voilà, c'est quelqu'un qui pense pas comme nous, parce que le lecteur du Point, par définition, il pense pas, il n'est pas protectionniste, il n'est pas anti-européen, etc. Mais voilà, typiquement ça, c'est un très bon exemple. C'est comme ça qu'il faut travailler. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Je donne la parole à l'autre. Et alors justement, vous disiez, on parlait de votre positionnement un peu politique. Donc vous avez commencé, je le rappelais, au Nouvel Observateur. Après, vous êtes allé directement au Figaro. Est-ce que vous y voyez un changement de position, sachant qu'à l'époque, on vous avait un peu accusé, enfin en tout cas, ça avait surpris. Oui, on m'a pas un peu accusé, on m'a beaucoup accusé. C'était une sorte. Moi, je ne pensais pas que ça ferait autant de bruit, parce que les journaux, pour moi, ce ne sont pas des partis politiques. Donc, j'ai passé 17 ans au Nouvel Observateur. Après, je suis resté 12 ans au Figaro avant de finir au Point, où j'ai passé, si je compte aujourd'hui, ça fait 22 ans. J'étais 14 ans patron, et maintenant, voilà, ça fait quelques années en plus où je suis juste éditorialiste. Donc j'ai tourné. Et c'est vrai que quand j'ai quitté le Nouvel Observateur pour aller au Figaro, c'est parce que bon, je m'entendais pas du tout avec Jean-Daniel, tout le monde le sait aujourd'hui. Et c'était compliqué parce que à partir du moment où le journal a commencé à marcher, il s'énervait beaucoup parce que bon, quand j'ai été nommé
à la tête du Nouvel Observateur en 1985, oui, il était au plus bas, quoi. Bon, et puis c'est reparti. C'est reparti d'ailleurs avec les méthodes que m'avait enseigné Jean Daniel, hein, c'est clair. Moi, je lui dois beaucoup, je le sais bien. Et donc, j'ai décidé de partir et je pensais que ça passerait comme une lettre à la poste. Et j'ai vu, c'était bon. Or, si vous voulez, quand on regarde les choses de près, on peut le dire aujourd'hui, il y a prescription. Le Nouvel Observateur, qui était au 11 rue d'Aboukir, vous voyez, je me souviens encore de l'adresse, et le Figaro, qui était tout au bout, il y avait deux entrées. Il y avait une Figaro, l'entrée des patrons, disons. L'entrée de Robert Arsan était au bout de la rue d'Aboukir. On voyait souvent les grands patrons du Nouvel Obs parler avec Robert Arsan. Ça ne gênait pas, vous voyez ce que je veux dire. C'était pas deux univers. Et quand on regarde les choses de près, vous savez, le Figaro, qui a connu des heures de gloire, avait sous la houlette de Pierre Brisson votait socialiste. Enfin, c'était SFI à l'époque. Quant au Nouvel Observateur, il y avait en 1988 une partie de la hiérarchie qui a voté Chirac ou qui a voté Barre au premier tour, etc. Parce que ce ne sont pas des partis politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on respecte le lecteur, mais et d'ailleurs, plus un journal, ça j'ai appris ça du Nouvel Obs, mais plus il y a des horizons différents, plus il y a des esprits variés, divers, meilleurs sont les journaux. Parce qu'il y a une sorte d'échange, de discussion, de débat. Et puis après, on fait le journal. On fait le journal pour qui? Pour les lecteurs. Le gros problème de la presse française, et la presse écrite, vous le savez très bien, c'est qu'une grande partie des journalistes pensent qu'il faut faire le journal pour eux. Ils font le journal pour eux ou pour les lecteurs des autres journaux. Ces journaux-là ne marchent pas. Et il faut faire le journal pour les lecteurs, et avoir la passion, l'amour, le respect des lecteurs. Quand on est un patron de presse comme vous l'avez été, dans patron de presse, il y a patron. Ce qu'on associe généralement à la mentalité du patron, c'est plus le cynisme que l'idéalisme du journaliste. Et c'est aussi le côté homme de pouvoir. Comment c'est possible de rester un journaliste quand on est un patron comme vous l'avez été d'un grand titre de presse? C'est très facile, c'est que le journaliste c'est un métier absolument génial. C'était qu'on est complètement dans la vie. Ça correspond à mon état d'esprit. Moi, je suis devenu journaliste un peu sans le savoir, puisque je voulais être écrivain à 9 ans. Après avoir lu 93 de Victor Hugo, j'ai commencé à écrire des petits romans toute ma jeunesse. J'ai écrit un nombre de petits romans considérables, des pièces de théâtre, patron, etc., des journaux. C'est quand même pas la même responsabilité. Je suis devenu journaliste par hasard. Bon. Et je me suis rendu compte, après coup, par hasard, parce que pour faire des stages d'été, pour gagner de l'argent, etc., puis souvent, c'est sympa, on m'a proposé du boulot, puis finalement, allez hop, je suis rentré là-dedans. Et je me suis rendu compte, j'étais journaliste sans le savoir, parce que j'étais curieux. Je m'intéressais à tout. Quand j'avais 15-16 ans, j'avais demandé un rendez-vous à des gens que j'admirais. Par exemple, je pense à Alberto Giacometti. On avait fondé un journal avec quelques copains au lycée. Et mon idée, c'était de faire ce journal pour aller voir Alberto Giacometti. Bon, après coup, c'est vrai, quand je me remets l'histoire, j'étais curieux, je m'intéressais à tout. Il y avait un petit fait divers, je suivais ça de près. Tout ça m'intéressait. Donc, je crois que j'étais fait pour ça. C'est un très beau métier. Donc, quand vous êtes votre regard n'a pas changé quand vous étiez patron? Oui, bien sûr, parce que là, vous dormez pas la nuit, vous parce que pas les il y a mêmes toujours un truc qui va pas, il y a même. toujours un truc qui va pas, c'est la vente, c'est la publicité, c'est, je sais pas, enfin, il y a la diffusion. Tout ça, évidemment, je veux pas dire que c'est le même métier, c'est pas du tout le même métier, mais en même temps, on le fait très bien les deux, et à l'arrivée, c'est quand même toujours le métier de journaliste qui prime. Moi, je me souviens que ce soit, notamment des cas vraiment terribles, où j'étais confronté à des histoires de publicitaires, avec des annonceurs qui faisaient des pressions, en disant, bon, on va couper des budgets énormes, parfois c'était le premier budget, que ce soit Au Point ou au Figaro, c'est des exemples très précis. Au Nouvel Observateur, c'était un petit peu différent. Quand je suis arrivé, le journal était vraiment en ruine, il n'y avait pratiquement pas de pub. Et vous étiez vraiment dépendant de ces annonceurs? Non, il est vraiment dépendant. On a pris la décision de passer quand même en force, et les annonceurs sont revenus après nous avoir punis pendant plusieurs mois. Mais on est passé en force. C'était sur la situation de leur entreprise, et il fallait le faire. Il fallait le faire parce que, si vous voulez, l'idée que voilà, on navigue sur la pub, etc. Oui, il y a des journaux qui peuvent faire ça. Ce ne sont pas des journaux, ce sont des sous-journaux. Vous savez, le lecteur, il comprend tout, de toute façon. À partir du moment où on part du respect du lecteur, il comprend. Et le lecteur, d'abord, il est vicieux, il est pervers, il imagine toujours des trucs. Il ne faut pas penser comme ça qu'on peut l'abuser facilement. Moi, j'ai un grand respect des lecteurs, et j'ai remarqué, enfin, dans les journaux où j'ai travaillé, de toute façon, les lecteurs étaient toujours très intelligents. On ne pouvait pas leur raconter d'histoire. Donc, raison de plus pour ne pas leur raconter d'histoire. Parce que de toute façon, ils ne les achètent pas, nos histoires à la con, quand on essaie d'en monter.
Il y a la relation donc, avec la publicité qui est toujours une problématique majeure dans le journalisme. Il y a la relation avec les actionnaires aussi. Alors, on a vu depuis janvier le Sénat qui auditionnait des patrons, des grands patrons qui possédaient des titres de presse comme Vincent Bolloré, comme Bernard Arnault, comme Xavier Niel, comme d'autres. Vous avez aussi eu affaire à des grands, bien grands sûr. patrons comme Robert Ouais, ouais. Hersan, on en parlait Ouais, ouais. tout à l'heure. Comme François Pinault également. Avec Claude Perdriel, le premier, au Nouvel Observateur. Exactement. Est-ce que, avec vous, ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les relations peuvent être harmonieuses entre un actionnaire et un directeur de journaux, où l'actionnaire mettra quand même toujours un peu son nez dans ses affaires? Ouais, Est-ce que c'est une stratégie d'influence quand même pour lui? C'est une très bonne question et je pense que autour de ça, il y a énormément de complotisme, de bêtises. Et je vais vous dire, dans tous les cas de figure, il faut avoir une discussion, moi ça a toujours été mon cas, avec l'actionnaire. L'actionnaire, il faut considérer, on est dans une économie de marché, à mes yeux, il a tous les pouvoirs. C'est clair. Donc je reconnais ça, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais une fois, c'est-à-dire il a le pouvoir de me virer, quoi, c'est tout. Mais une fois qu'on a dit ça, l'actionnaire, il faut voir si il veut le développement de son journal ou pas. S'il ne veut pas le développement de son journal, justement, si il a acheté le journal uniquement parce que c'est un instrument d'influence, il faut partir en courant. Si il a la logique de développer son journal, il n'y a aucun problème. On est tout de suite alliés, il n'y a aucun problème. Moi, ça dépend dans quel sens il veut le développer. J'ai fait que ce soit... Mais oui, développer, c'est-à-dire augmenter la diffusion. Mais c'est très important d'augmenter la diffusion. Sans diffusion... Vous savez, c'est la phrase de Raymond Aron qui est géniale, que je cite tout le temps. Ne privez pas les auditeurs de Radio J de l'entendre à nouveau. S'il y a des lecteurs... S'il y a des journalistes du Nouvel Observateur, du Point, de la Provence, du Figaro Magazine qui m'entendent, ils vont se dire ça y est, il recommence avec son truc. Mais c'est vrai, Raymond Aron, ouvrez les guillemets. Le pouvoir dans un journal, qui a le pouvoir dans un journal? Ce n'est évidemment pas le propriétaire, ce n'est pas le directeur, ce n'est pas le rédacteur en chef, ce n'est pas le journaliste, ce n'est pas le chef de la pub. Le pouvoir, c'est le lecteur. Mais c'est absolument la vérité. Sans lecteur, il n'y a plus de journal. Donc, je veux dire, si vous travaillez avec un actionnaire... On n'influence plus personne s'il n'y a plus de lecteur. Comment dire, cette vision-là, mais il n'y a absolument aucun problème. Et moi, je n'ai eu aucun problème avec les trois actionnaires dont vous parlez. Alors, je ne parle pas de François Pinault, même c'était un saint. Il a pris plein la gueule à cause de moi, du journal qu'on faisait. C'était pas moi tout seul. Protégé par rapport à Nicolas Sarkozy. Oui, par exemple. Bon, c'était pas facile. Pourquoi, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il a envie de s'engager dans ce combat? Il est pas, vous voyez, il était parce que justement, et non seulement il respectait sa parole, mais il savait aussi que c'était l'intérêt du Point, qu'un journal un journal couché, ça n'existe pas. Il est mort. Donc, vous voyez, donc il faut jamais être couché. Et Robert Hersan, malgré la réputation qu'on lui faisait, moi, les seules interventions vraiment fréquentes, c'était sur la page Science, au dire. Et d'ailleurs, quand il se faisait envoyer le journal, à l'époque, c'était par fax, il se faisait envoyer la une. Même pas. Ce qui l'intéressait, la seule page qui se faisait envoyer, c'est la page Science. Vous voyez, donc, et moi, si je compte, il y a une intervention qu'il a pu faire, mais c'est moi qui l'avais sollicité en disant, et en fait, j'étais d'accord avec lui. Voilà, c'était comme ça. Mais est-ce que vous comprenez que d'un autre côté, quand on a un patron de presse comme Vincent Bolloré, on puisse quand même lui prêter plus attention, c'est-à-dire un agenda politique? Oui, mais ça... Et que ça dérange certaines personnes. Vous êtes trop le monde. J'ai vu d'après vous, pourquoi investit-il dans CNews, dans Canal+, dans le groupe Lagardère? Parce que vous allez croire que c'est pour faire élire Zemmour. Enfin, c'est complètement... Non, je vous pose la question. C'est ce qu'on lit dans les grands articles sur lui. Non, je vous pose la question. On est en droit de se la poser, en tout cas. Non, on n'est pas en droit. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez d'un côté... CNews avec Zemmour, une époque, maintenant c'est fini, c'est bloqué, mais Zemmour, et de l'autre côté vous avez C8, Cyril Hanouna, c'est exactement le contraire. Il s'en fout, il fait les deux. Les deux, ça marche. Alors, si ça marche pas, il arrête. C'est pas vrai sur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna est accusé, et notamment par une intellectuelle du CNRS, de faire
extrêmement quand même le jeu de Éric Zemmour et de l'extrême droite. Quand on voit le temps de parole qui est accordé, non, mais c'est une émission tout à fait différente. Il banalise, il rend sympathique, il rend extrêmement Zemmour, sympathique. Zemmour, arrêtez, comment dire Cyril Hanouna est tout sauf de gauche. Il est j'ai pas dit qu'il était de gauche, il est proche de ceux qui font le buzz. Il est proche de ceux qui font le buzz. Zemmour fait le buzz, Macron fait le buzz, Mélenchon fait le buzz. Non mais attendez, ça il faut voir une chose, c'est-à-dire là votre question est intéressante parce qu'elle montre un peu l'idée. Enfin, c'est l'idée des journalistes, c'est-à-dire que et là on voit le journaliste pour les journalistes. Et vous avez des grands patrons comme ça qui arrivent. Attendez, je ne suis pas en train de défendre Bolloré. Hein, selon vous, travaille pas pour Vincent Bolloré. Quel intérêt a-t-il Son intérêt, c'est l'audience. C'est-à-dire que CNews est une chaîne morte. CNews c'est une chaîne d'infos qui n'existait pas. CNews a ressuscité. C8, c'était rien. C8 existe grâce à Hanouna. Et l'autre, grâce à Zemmour, maintenant c'est Bocoté. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est, comment dire, ça relève du fantasme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se regarder les uns entre Il y a une ligne éditoriale quand même. Mais oui, il y a une ligne éditoriale, bien entendu. Il y a une ligne éditoriale aussi dans le journal Le Monde. Le journal Le Monde, c'est Taubira, bon, ça fait 2%. Ben, les journalistes sont contents, peut-être, parce que bon, ils ont soutenu Taubira. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire maintenant, mais enfin bon. Après, au départ, d'abord c'était Hidalgo, après c'était Taubira, allez sauver la France, voilà. Bon, ben, chacun son truc. Mais si vous voulez, l'idée que y a, comment dire, cette espèce de fantasme, comme quoi des forces occultes comme ça essaieraient de vendre Zemmour, de faire passer. C'est pas ça, vous savez très bien. La politique, c'est quoi? C'est l'économie de marché aussi. Ça fonctionne avec les mêmes règles. Il y a une demande et une offre. Et quand il y a une demande forte et qu'il y a une offre qui arrive, c'était l'offre Zemmour, immédiatement, ça fait 15%. Et moi, j'étais trop con. Parce que quand c'est arrivé, justement, là, c'est les erreurs que peuvent faire les éditorialistes. Mais enfin, c'était juste à Oral dans une des chroniques que je faisais sur une radio concurrente, la radio classique. Et pour moi, j'étais sûr qu'il ne ferait pas 5%. Et après, j'étais tellement con que j'ai persisté. J'ai dit, il ne fera pas 10%. Il ne fera pas de chiffre. Bon. Et voilà. Et si vous voulez, faut savoir, je le répète, changer d'avis. Et c'est pas nous qui faisons la loi. Vous savez, les candidats soutenus par la presse ou par l'ensemble de la presse, ça a toujours été des désastres. Exemple, Édouard Balladur, soutenu par Le Monde d'ailleurs, qui à l'époque était trotsko-balladuriste, comme on dit, selon la très bonne formule, parce qu'il y avait toujours Plenel. Emmanuel Macron, c'est pas un bon exemple quand même. Quoi, Emmanuel Macron a été plutôt porté par la presse en 2017. Oui, bien sûr, il y a des contre-exemples. Mais ce que je veux dire, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que la presse était aux États-Unis, la presse était anti-Trump à 99,9%. Mais ça peut jouer en faveur, même que la presse soit contre. Voilà. Donc c'est pas la presse qui fait, c'est pas les médias qui font. Ce qui est vrai, c'est que les grands industriels de la presse, quels qu'ils soient, quand ils sont des vrais industriels, ils ont tendance, à privilégier ce qui marche. Et effectivement, à liquider ce qui ne marche pas. Donc l'idée que voilà. Est-ce que si CNews dérange aussi autant, est-ce que c'est parce que vous trouvez qu'il y a un paysage médiatique français qui est majoritairement de gauche? En simplifiant, à savoir que prenez pas de précautions. Non, on peut dire pas en simplifiant. Le paysage. Donc est-ce que c'est très à gauche? Est-ce que c'est aussi pour ça que ça dérange aussi, c'est que c'est la première fois qu'il y a un média, maintenant 2 médias avec Europe 1, je parle de l'audiovisuel, pas de la presse écrite, qui est ouvertement de droite. Ouais, Europe 1, c'est un petit peu différent parce que c'est une ligne un petit peu plus, comment dire, plus proche du LR. Les programmes sont quand même de plus en plus confondus. Oui, mais ça pourrait être macroniste. On est plus à droite. Mais enfin bon, on est à droite, mais on est un peu plus modéré, voilà, disons. Mais dans les deux cas, c'est quoi? Ce qui vous gêne, c'est quoi? Ah, mais moi, rien ne me gêne. Moi, je suis pas. Non, mais c'est des trucs qui marchent. Pas gêné, Non, mais CNews, aujourd'hui, il n'y aurait pas cette ligne-là, vous savez très bien, tous les journalistes seraient au chômage. Attendez, faut être un peu honnête. Ça coûtait un bras, c'était absurde. Pourquoi est-ce qu'un groupe comme Canal aurait gardé une chaîne d'infos si ça continuait à coûter des millions chaque année? À un moment donné, vous faites le compte de tous les déficits cumulés et puis vous fermez. C'est comme ça. Bon. Et C8, d'ailleurs, ça aurait pu être la même chose parce qu'il faut toujours.
on parle toujours on se focalise sur CNews. Moi, je suis désolé. Il faut parler aussi d'Hanouna, parce que Hanouna, vous avez beau dire ça, Hanouna, il s'est excusé auprès des musulmans à une période, vous savez, à la suite de la décapitation de Samuel Paty, hein, parce qu'il avait de la peine pour les musulmans. C'est son droit, d'ailleurs, tout à fait. Mais il faut arrêter de dire que, disons, c'est pas une machine de guerre zémourienne. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense qu'il est assez malin. Si, par exemple, il mettait tous ces organes de presse au service de la droite dure, je pense qu'il commettrait une erreur fatale pour lui et pour son groupe. Et je suis pas sûr qu'il la commette, vous voyez. Oui, bien sûr. Mais après, je pense qu'il le fait. On va pas passer toute l'émission sur Vincent Bolloré, mais je pense qu'il le fait d'une manière justement fine, en variant les tons, en prenant un ton plus politique sur. Non, mais c'est là que je suis et c'est là où il marque le plus de points pour moi. C'est avec Cyril Hanouna qui marque le plus de points. Je suis pas d'accord avec vous en ceci que. Quand on les connaît, ces gens-là, moi j'ai travaillé avec Hersan, j'ai bien vu comment ça fonctionnait. Ces gens-là, il faut que ça marche. Ils aiment que ça marche. Le fait est que ça marche. Quand ça marche pas, on passe à autre chose. Le fait est que ça marche. Et voilà. Quand ça marche pas, on passe à autre chose. Donc nous, si vous voulez, nous autres journalistes, on est focalisés par ces trucs-là qui marchent. Mais je veux dire, CNews, quand ça marchait pas, tout le monde s'en foutait. Vous voyez ce que je veux dire? Ces trucs marchent. Bon, il y a un marché. Ça veut dire il y a des gens qui s'intéressent. Qu'est-ce que vous voulez? Vous les coupez les robinets? Non, bien sûr que non. Vous les coupez. Alors, on va quoi? On va interdire CNews? Non, mais c'est vrai. Loin de moi cette idée. Non, mais c'est ça que vous voulez? Interdire CNews, interdir Europe 1 parce que ça vous plaît pas? Absolument pas. Vous êtes sur la ligne, vous lisez trop Le Monde. Ça ne me plaît. Mais non, si vous saviez. Il y a un autre type de journalisme qui s'est imposé depuis une dizaine d'années et qui marche plutôt bien. Ce sont les chaînes info. Donc le hard news. Vous, est-ce que vous êtes client de cette façon de faire du journalisme? Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, non, vous savez pas me faire le coup aussi. Si tout va mal, c'est la faute des réseaux sociaux. Et maintenant, on a rajouté, c'est la faute aux chaînes d'info. Bon, c'est quoi la fonction des chaînes d'info aujourd'hui? C'est quoi? C'est la fonction de la radio. Alors, en mai 68, tout le monde écoutait la radio. Bon, aujourd'hui, on continue à écouter la radio. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la radio. C'est un média qui marche toujours bien. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui regardent la télé. Et dont moi, quand il y a un événement, évidemment, je regarde les chaînes d'infos. Et puis, vous savez quoi? Je vais d'une chaîne à l'autre parce qu'évidemment, je cherche à manger un peu partout, comme d'ailleurs, comme tous les journalistes. C'est-à-dire, je zappe. Comme autrefois, j'achetais beaucoup de journaux différents que je continue à faire, mais parfois plus sur le net. Enfin, parce que bon, il y a moins de kiosques aussi, mais enfin, quand je peux acheter des journaux en kiosque, c'est vrai que je le fais, j'achète des journaux différents. Et ces chaînes d'infos, ils apportent beaucoup. Elles apportent beaucoup. Alors évidemment, si on les regarde tout le temps, de manière, passive, c'est débile. Mais on est d'accord. Mais c'est utile. C'est utile de temps en temps quand on veut s'informer un quart d'heure. Vous savez, les grands événements, bien sûr, on en a besoin. Mais on en a besoin. Mais simplement, ça ne peut pas être le centre de tout. Et puis, je vais vous dire, même moi, de temps en temps, dans les grands événements, quand il y a des grands événements, par exemple sur l'Ukraine, ces temps-ci, ça m'est arrivé beaucoup de regarder des journaux de télé, ce que je fais assez rarement. Mais vous voyez, la grande messe du 20h, sur la 1, sur la 2, c'est vrai que je l'ai suivi plusieurs fois. Mais c'est quand il se passe quelque chose d'important. Pour être un peu en phase avec le reste du pour peut-être être en phase avec le reste du pays. Il y a un autre journalisme que vous avez beaucoup pratiqué, qui continue évidemment à beaucoup se pratiquer, c'est le journalisme politique. Et il y a des journalistes, alors majoritairement de gauche, encore une fois, qui critiquent beaucoup l'ancienne manière de faire du journalisme politique, c'est-à-dire il y a deux écoles, celle qui veut que l'on fréquente les hommes politiques et celles qui veulent qu'on ne leur parle pas. C'est par exemple le cas de quelqu'un comme Daniel Schneiderman qui recommande vraiment d'avoir un contact minimum avec les hommes politiques. Est-ce que vous qui êtes plutôt de l'autre école, je suis pas de l'autre école, plutôt de l'autre école, je suis complètement de l'autre école. Vous considérez... Non, mais attendez, mais à ce moment-là, il faut changer de métier. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Vous faites votre métier à partir des communiqués, à partir de... si vous voulez, le vrai journalisme, mais c'est vrai dans tous les... C'est de se coller vraiment à la matière, c'est de se confronter à... Vous êtes sportif, journaliste sportif, vous voyez les sportifs. Vous êtes journaliste littéraire, vous voyez les écrivains. Vous êtes journaliste social, vous êtes journaliste économique. Dans une grève, vous allez suivre, vous allez voir les syndicalistes, vous allez voir les patrons. L'économie, vous allez voir les syndicats, vous allez voir les patrons, vous allez voir...
enfin, je sais pas. Et puis vous essayez Donc d'avoir ça- le maximum de sources différentes. C'est quoi aujourd'hui le journaliste? Ce type de journaliste que vous dites, c'est journaliste de gauche, enfin disons gauchiste. On est assis Mais sur son on a cul. l'impression Non, non. qu'ils ont peur de On se est confronter au assis- réel un peu. On est assis sur son cul, c'est beaucoup moins fatigant d'ailleurs, parce que le reste c'est très fatigant. Rien n'est pire que de suivre un homme politique. Par exemple, Dieu sait si j'ai suivi des campagnes présidentielles, mais c'est éreintant. On n'en peut plus. Lui, il n'est pas fatigué parce que il fait ça pour lui, etc. Et nous, on est derrière, on a la migraine, c'est répétitif, on trouve ça complètement con, on traîne la patte. Mais il faut être là. Il faut être là parce qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, etc. Et moi, je fais effectivement partie de ceux qui pensent que. Mais c'est que dans tous les métiers du journalisme, il faut voir ceux dont on parle pour les comprendre et pour les connaître. Et c'est la même chose pour les politiques. Et ces gens-là, d'ailleurs, qui préfèrent, évidemment, c'est plus agréable, c'est plus paresseux comme façon. C'est très, oui, c'est vraiment je dirais oui, c'est une conception très fainéante de notre métier, c'est-à-dire de rester assis sur son cul, dans son bureau, à attendre que ça vienne. Moi, et puis en jugeant, voilà. Alors donc, on va regarder la déclaration, puis on va dire voilà ce que je pense. Moi, c'est pas ma conception du tout. Je suis désolé. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Le journalisme, c'est toujours de dire les choses qu'on ne doit pas dire, de chercher. Vous voyez ce que je veux dire, toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de déterrer les vérités qu'on veut nous cacher. Et c'est ça. Et donc ça, vous le faites en allant voir les gens, en essayant de les comprendre, de les connaître. Après, simplement, il ne doit pas y avoir d'osmose. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de passer les vacances ensemble. Moi, j'ai jamais passé de vacances avec une personnalité politique. Mais c'est vrai, j'ai dîné, j'ai déjeuné, j'ai bu, voilà, avec eux pour essayer de comprendre par moment. Et bien, c'est grâce à ça que j'ai eu des informations dingues, des trucs énormes. Et je les ai eus comme Et ça. vous étiez réputé justement pour avoir cette capacité, parce que quand il y a une rencontre homme politique, journaliste, c'est un peu un bras de fer, c'est un peu aussi un duel. Et vous arriviez justement, vous étiez quand même réputé pour arriver à sortir quand même les informations, parce que justement les hommes politiques, voilà, au bout d'un moment, c'était dit bon, finalement, il les sortira jamais. Et il y a peu de journalistes qui arrivent quand même à sortir vainqueurs de leur bras de fer face à ces hommes politiques. Beaucoup. Si j'ai vous beaucoup pensez d'admiration que ce soit des journalistes politiques ou autres. Mais le nombre de journalistes, oui, puis des journalistes, il y a aussi. Parce qu'il y a plein de choses des journaux comme le Canard enchaîné, c'est formidable aussi. Parfois, il y a plein d'infos qui sortent qui sortent quelques semaines ou quelques mois plus tard, et tous les journalistes, dans le milieu journalistique, en fait, tout le monde était au courant, mais personne n'avait sorti l'information. Parce que c'est une règle qui s'appelle aux États-Unis, où j'ai travaillé, d'ailleurs j'ai écrit dans la presse américaine, vous avez des règles, ce qu'on appelle le off the record et le deep underground. Le off the record, c'est la personnalité politique qui vous dit des choses, vous prenez des notes, et puis vous les publiez quand vous voulez. Simplement, attention. C'est-à-dire qu'il faut laisser un laps de temps. C'est off the record, c'est pas tout de suite. Mais vous pouvez l'utiliser. Et vous avez un truc qui s'appelle le deep underground. Ça, vous le dites jamais. Et ça, j'ai eu ça souvent en voyant des personnalités politiques. Je me souviens d'une conversation avec Walter Mondale. On était assis à quatre pattes avec un confrère en train de manger une pizza sur la moquette d'un hôtel. Et à un moment donné, il dit un truc énorme. Il dit ça, c'est deep underground. Très bien, on se regarde, très bien. Moi, j'ai jamais écrit, j'ai pu le dire parfois, mais c'était deep underground, c'est-à-dire, vous savez, voilà, ça veut dire très, 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 très profond, quoi. Et en revanche, off the record, c'est quelque chose qu'on a le droit de dire à un moment donné. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai sorti mon livre sur Chirac, j'en ai pris plein la gueule. Mais évidemment, quand vous êtes à 400 000 exemplaires, vous en prenez plein la gueule. Sur le thème, il trahit. Mais non, j'avais vu Chirac souvent. Je prenais des notes devant lui. C'est ce que j'ai fait avec Mitterrand. Et même Mitterrand, il m'a donné des infos énormes. Par exemple, comme quoi il avait menti dans le célèbre débat avec Chirac, et que c'était pas comme ça que ça s'était passé. Et c'était enregistré en magnétophone. Et c'est lui, il a demandé, d'ailleurs, j'avais 2 magnétos, il demandait de vérifier que c'était bien enregistré, parce qu'il avait envie que ce soit dit pour l'histoire. C'était pour l'histoire, il parlait. Vous voyez, donc c'est plus compliqué. Mais je dirais que le rap, on ne doit pas avoir peur. Si on a confiance, il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas se dire je vais me faire acheter, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens faibles. Confiance en ses patrons aussi. Confiance en ses patrons, etc. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent, mais on est quand même assez nombreux aujourd'hui. Il ne faut pas non plus. Il y a eu cette espèce de mode de journalisme. Vous dites de gauche, gauchiste, ou ultra-gauchiste, ou oui, trotskiste, ou ce que vous voulez, mais c'est l'ultra-gauche. Enfin, c'est du journalisme proche des Black Blocs. Enfin, c'est tout le monde. Le monde est un. Comment dire, le monde, c'est l'ennemi. Le monde extérieur, c'est l'ennemi. Ça, c'est absurde. Le monde extérieur, on va dedans et on cherche les infos. Alors, vous avez écrit « Je n'avais qu'une hantise, c'était de finir comme Lazareff, mort à son boulot ».
Alors, c'est pour ça que vous avez embrassé cette carrière d'écrivain. Alors, Non, parce que vous êtes sûr de pas revenir. Non, je vous l'ai dit au début, je voulais être écrivain à 9 ans. Et j'ai continué d'ailleurs à l'être malgré les difficultés, parce que quand on dirigeait des journaux, c'est très compliqué d'écrire des romans, je ne vous le cache pas. Heureusement que je ne dors pas beaucoup la nuit, donc j'en profitais. Donc, j'ai continué ma carrière de romancier. Là, j'ai écrit quand même, j'ai écrit beaucoup de romans qui marchent bien d'ailleurs, qui marchaient très bien, ils continuent à très bien marcher. Les romans, je ne parle pas des essais politiques, qui aussi marchent bien, mais les romans, vraiment, je suis très heureux d'écrire. Donc, j'ai pas décidé de revenir. Je pense qu'à un moment donné, c'est un métier qui est tellement prenant, je ne parle pas d'éditorialiste, qui est dur parce que c'est vrai qu'on... Un métier qui est usant. On se dit tout le temps, qu'est-ce que je vais faire, vous voyez, puis finalement, le papier, il faut 3 jours pour le faire, il y a un jour de maturation, un jour vous l'écrivez, parfois c'est long, vous cherchez vos... Je sais pas, le dernier papier, par exemple, le truc que j'ai fait qui s'appelle Les chiens couchés de Poutine, je crois que j'ai travaillé 6 heures dessus, j'ai calculé, mais j'avais pensé avant. Et le lendemain, j'ai retravaillé dessus. C'est-à-dire, vous voyez, donc c'est beaucoup de boulot. Mais ça n'est pas le torrent qui dévale sur vous quand vous êtes patron, ou que c'est juste, comment dire, mais on n'existe plus. On est on a l'impression d'être, on est dans un aéroport avec, voilà, des bombes, des roquettes qui vous tombent de tous les côtés. Et vous dites sacerdoce. Moi, c'est vrai que mon métier, je pense souvent à 2 autres métiers qui ressemblent beaucoup, c'est médecin ou policiers. C'est-à-dire que d'ailleurs, ce sont des métiers où il y a énormément de divorces, parce que ce sont des métiers où vous êtes dérangé tout le temps, la nuit, le jour, il n'y a pas d'horaire, vous avez un dîner, paf, vous partez à, je sais pas, 3000 km parce que voilà, le journal vous envoie là. Enfin, c'est un peu ça, c'est ces vies qu'on a. Mais c'est un métier absolument magnifique. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, ça va s'arrêter. Et c'est vrai que vous avez raison, j'avais cette vision de Pierre Lazareff, qui est mort jeune, qui avait l'air très vieux, beaucoup plus son âge, qui est un patron génial. Il y a eu des tas de patrons géniaux. Moi, je suis fasciné. C'est un peu la figure du grand patron de presse français de l'après-guerre. Oui, voilà. Mais c'est clair. C'est un énorme personnage. C'est extraordinaire ce qu'il a fait avec ce journal, qui tirait quand même à plus d'1 million d'exemplaires tous les jours. Et c'est juste avec des plus grands écrivains qui soient, les Joseph Kessel, etc. Enfin, il y a eu, d'ailleurs, c'est pas le seul. Après, il y a eu d'autres grands patrons. Je citais, il y a eu Jean Daniel, il y a eu Philippe Tesson, c'était incroyable aussi. Alors là, lui, c'était aussi la diversité, des opinions différentes, etc. C'est quelqu'un aussi qui pratique, qui a pratiqué comme moi. J'ai fait, je suis un de ses élèves, ce que j'appelle le journalisme contradictoire. Quand vous avez le journal Combat, mais c'était hallucinant, c'était incroyable. Et c'était une merveille, c'était un modèle de journalisme. Et alors, on va terminer... Avec une grande liberté, ça, très important. Dans le métier, c'est le plus important, c'est la liberté. Savoir dire merde, voilà, savoir tirer la langue, voilà. Humbert a écrit des lignes très justes là quand il a créé Le Point avec une bande de copains, et c'était aussi la nécessité, vous savez, faut pas se la péter trop, puis surtout, je pense que c'est important d'avoir toujours un petit regard, un petit sourire. Il faut avoir un peu d'insolence. Ça, c'est important, l'impertinence. Il en faut. Un peu, pas trop, pas que ça, mais il en faut. Et on va terminer cette émission par le questionnaire média pour voir un peu votre consommation de médias. Alors, le média que vous utilisez le plus, le support. Bon, c'est très compliqué parce que c'est vrai que le matin, je fais comme les Américains faisaient il y a encore quelques années, ils le font moins maintenant, je vais sur Twitter. D'accord. Alors j'ai les comptes Twitter qui s'affichent évidemment tous les journaux qui m'intéressent, et je vois un peu l'actualité, etc., la température. Après j'écoute la radio. En radio j'écoute... traditionnellement, c'est toujours entre Europe 1, France Info, RTL, parfois un petit bout de France Inter, RMC aussi. J'aime bien RMC. Mais c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. Déjà, même presque avant d'être journaliste, je lis toujours des journaux différents, avec des opinions différentes, et j'écoute des radios avec des opinions différentes. Ça tombe mal, parce que justement, moi, mon questionnaire, c'est de voir à chaque fois le média que vous utilisez le plus. Alors, la chaîne de télévision que vous utilisez le plus. Eh ben, c'est là, justement, que vous voyez, vous êtes obligé. Très mal. Mais non, parce qu'à la vérité... Il y en a bien une. Mais non, parce que je zappe, parce que je tourne. Vous êtes un zappeur. Parce que je suis... Mais non, c'est pour avoir toutes les opinions. Non, mais j'ai bien compris. Moi, je veux dire, je vais passer je sais pas, de Sonia Mabrouk à Bruce Toussaint. Je vais citer tout le monde. Alors, sur les autres chaînes. Peut-être que j'aurai plus de chance avec le cinéma. Marie-Aline enfin, je sais pas, je tourne. Au cinéma, vous restez en place. Le dernier film que vous avez vu au cinéma? J'en ai vu pas mal. Qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois? J'ai vu
Les Illusions perdues. J'ai Les Illusions vu, perdues. Bon, ouais. Non, mais j'ai vu avant. dont vous vous souvenez. Je me souviens plus tout à fait du nom, le film de Paul Thompson qui se termine par Pizza. Licorice Pizza. Voilà, c'est ça. Paul Thomas Anderson. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime Ouais, bien très bon film. ce metteur en scène. Très bon film. C'est ça. La dernière série que vous avez terminée, je ne sais pas si vous regardez des séries ou pas. Pas Pas particulièrement. beaucoup, mais je dois dire, pas beaucoup. Il y a aucune. Enfin, oui, il y avait True Detective qui m'avait plu la première série. Après les autres, je me mets devant. En général, j'arrête assez vite. Mais la première série avec Woody Harrelson et puis, c'était extraordinaire. Après, c'est perdu. Et puis, je dirais surtout, j'ai découvert une série, mais tardivement, parce que tout le monde l'avait vu avant moi. C'était The Crown. D'accord. Formidable. Ah oui, ça c'est vraiment, il y a les moyens, c'est exceptionnel, c'est vraiment tout à fait admirable. Je comprends la réussite parce que moi, ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup de grands acteurs, et scénario formidable, c'est formidable. Alors, du coup, je vous demande pas quel est votre journal ou magazine papier de référence, puisqu'il y en a forcément plusieurs. Bah non, il y a forcément Le Point, parce que même. j'y travaille, j'aime beaucoup ce journal, j'y suis très attaché, vraiment, je le lis je le lis de A à Z. Mais c'est vrai aussi que j'aime toujours les journaux où j'ai travaillé. Je lis Le Figaro. Je lis Figaro Magazine aussi, où j'ai travaillé. Ce sont des journaux, j'ai beaucoup d'attachement. Le Nouvel Observateur, c'est un peu différent. Je l'ai lu beaucoup jusqu'à une date récente. J'ai pas aimé le changement de nom, là, l'Obs, tout ça, je trouvais ça bizarre. Et mais si vous voulez, je lis beaucoup de presse étrangère aussi. J'adore, vous savez, le Sunday Times, le Sunday Telegraph. Je sais pas, je lis The Economist, qui est un très grand journal, parce que je dois dire que sur plein de sujets internationaux, c'est juste absolument formidable. J'aurais du mal à vous dire un magazine. C'est vrai que j'aime beaucoup Paris Match aussi. J'ai goût très varié. Je ne suis pas du tout. Et je pense que ce qui est important dans notre métier, c'est à ça qu'on devrait reconnaître un journaliste. Et là, c'est pas le cas. Mais vous savez, ces types qui repartent avec plein de journaux différents. Et ça, j'aime bien ça. Et alors moi, c'est vrai qu'on le fait beaucoup sur tablette. Enfin, moi, je lis plutôt les journaux sur mon portable, qui est un grand portable pour pouvoir justement bien lire la presse. Mais j'achète toujours beaucoup les journaux pour faire vivre les kiosquiers. Quand on a un kiosquier à côté de chez soi, il faut y aller. Et ben nous, on va essayer de continuer à faire vivre la radio. Oui, c'est la radio, mais j'adore la radio. Mais ça va bien, la radio. Vous savez, on voit bien qu'on a annoncé la mort de la radio, on a annoncé la mort de la presse écrite. La presse écrite se tient toujours, même si c'est très compliqué, mais les temps changent. Mais vous savez, elle revient peut-être à l'époque du 19e, où on faisait des journaux, finalement, pas beaucoup. Mais en même temps, moi, je crois beaucoup à l'information payante. Donc, la presse écrite, on voit bien, d'ailleurs, quand vous avez vu les résultats que fait un grand journal comme Le Figaro, c'est un journal qui gagne bien sa vie, donc et qui peut continuer à se développer sur le digital, etc. Et je crois à la radio, je crois la télé. Évidemment, tout ça est compliqué parce que tous ces grands médias, ils sont rongés par les réseaux sociaux, mais ça, bien entendu. Mais il y a des moyens de résistance, et la résistance, c'est quoi? C'est l'info payante. C'est pour ça qu'il faut être très exigeant sur l'info, et en respectant le lecteur, qui est toujours beaucoup plus intelligent qu'on croit. Eh bien, on se quitte sur ces derniers mots. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous venez de sortir ce livre En attendant De Gaulle, paru chez Albin Michel le 2 mars. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Radio J. Ciao à tous.